Moi, j'ai toujours dit que je voulais avoir le meurtrier de ma fille en face de moi, le regarder bien droit dans les yeux, parce que c'est la dernière chose qu'a vue Angélique, en fait, c'est ça. C'est son visage, son regard. Bienvenue chez Charlotte Podcast Crime. Installe-toi confortablement, on y va sans plus tarder. Voici la triste histoire d'Angélique Dumetz. Compiègne, au quartier de Royalieu, le 13 octobre 96. Il est 7 heures du matin. L'époux de Marie-Pierre Mazier doit se rendre au salon de l'automobile à Paris. S'aperçoit que le trousseau de clés n'est pas sur la serrure, réveille donc sa femme pour lui faire part qu'Angélique, leur fille âgée de 18 ans, n'est toujours pas rentrée. Marie-Pierre lui répond que cela est normal, puisqu'il est prévu qu'elle prenne le petit déjeuner avec ses amis d'enfance, avec qui elle a passé la soirée, afin de fêter l'anniversaire de Nathalie, et ont prolongé leur soirée au City Hall. Elle ne devrait plus trop tarder. 10 heures, Angélique n'est toujours pas là. Marie-Pierre fait les 100 pas dans l'appartement, décide de contacter la mère de Nathalie afin de savoir si les filles sont ensemble comme prévu, et lorsqu'elle la contacte, va tomber des nues. Car lui explique que sa fille est bien chez elle, mais qu'Angélique n'est pas là, et il semblerait que les deux jeunes filles se soient disputées au cours de la soirée. Ajoute que Nathalie est rentrée avec un des copains et ne sait pas ce qu'a fait Angélique de son côté. Et en contactant la bande de copains, eux non plus n'en ont pas la moindre idée. Sans perdre une seconde, Marie-Pierre contacte le commissariat qui lui demande de venir au plus vite avec la bande de copains. Au square, aucun d'eux ne comprend ce qu'il se passe lorsqu'ils voient Marie-Pierre arriver en pleurs, leur demandant de se rendre immédiatement au commissariat. Une fois sur place, Marie-Pierre, qui est en possession de la photo d'Angélique, est déboussolée, en pleurs, ne sachant pas où se trouve sa fille. Les policiers, eux, la font patienter dans le hall d'accueil. Pour Marie-Pierre, les minutes deviennent des heures. Quelque temps après, un des policiers va se joindre à elle. En observant la photo, lui dira « Oui, c'est bien elle ». Marie-Pierre, confuse, ne comprend pas sur l'instant à quoi il fait allusion. Bien sûr que c'est sa fille. Et puis il quitte la pièce, sans un mot, rejoindre ses collègues. Au même instant, les copains d'Angélique se font auditionner un par un afin d'apprendre les moindres détails de leur fameuse soirée. Marie-Pierre, elle, attend toujours dans le hall d'accueil, à se tourmenter, se demandant où peut bien être Angélique. De leur côté, les policiers, eux, le savent déjà. En effet, aux alentours de 9 heures du matin, un cycliste a découvert le corps sans vie d'une jeune fille au fond d'un fossé, en bordure de forêt de Compiègne, reliant le carrefour des Loups à celui de l'Armistice. Celui-ci préviendra la police qui se rendra immédiatement sur les lieux. Le corps de la jeune fille est allongé, la tête est légèrement penchée sur le talus, côté forêt, les pieds, eux, au fond du fossé. En regardant de plus près, l'un des policiers remarque que le pantalon est ouvert, les intestins y ressortent. Sur la route, une flaque de sang importante, mesurant près de 50 cm. Au vu des éléments, le policier pense que la jeune fille a été victime d'un accident de la route, percutée dans le fossé. Mais ce n'est qu'à l'arrivée du médecin légiste que le diagnostic tombe. Il y a une tentative de décapitation sur la victime. La tête tient à peine. Malgré les hautes herbes, dans les parois du talus, observe quelques taches de sang et puis dans le flanc du fossé décèle des gros caillots de sang. La victime a été éventrée. En ratissant la scène de crime, les policiers découvrent un blouson en cuir ainsi qu'un couteau de cuisine à lame lisse à la pointe cassée. Des petits filaments à hauteur de l'injonction de la lame et du manche. Certainement ceux de la veste en cuir. Le couteau est relativement propre. Aucun sac à main n'est retrouvé, ni de papier d'identité afin d'identifier la victime, jusqu'à l'arrivée de Marie-Pierre dans leurs locaux.
Quelque temps après, les enquêteurs se joignent à elle, en lui révélant qu'ils ont retrouvé Angélique et qu'elle est morte. C'est annoncé d'une violence sans nom, dira-t-elle, mais Marie-Pierre est dans le déni, c'est impossible. Et ce n'est qu'au funérarium qu'elle réalisera le décès de sa fille. Entre Marie-Pierre et Angélique, la relation était complice, fusionnelle. C'était une jeune fille pétillante, joviale, très gentille, prête à rendre service à tout le monde, avait un certain caractère, certes, mais reboostait souvent les autres, tout le temps partante pour s'amuser, à profiter de la vie. Lors de l'autopsie, le médecin légiste rapporte qu'Angélique portait encore ses chaussures lacées correctement, la culotte roulée sur ses hanches, son jean remonté mais déboutonné. Il a donc deux hypothèses, soit Angélique a été déshabillée et rhabillée dans la foulée, soit a été déshabillée partiellement. Ajoute qu'il y a une tentative de décapitation. Son corps est lardé de coups de couteau, relève des signes de défense. La victime porte des entailles profondes au niveau du poignet, des coudes, sous un sein et au ventre. Plaies d'éviscération très profondes, larges, qui laissent apparaître les intestins. Angélique s'est débattue, porte des ecchymoses au poignet et au cou. Pour l'heure de la mort, se situerait entre 6 heures et 8 heures avant la découverte du corps à 9 heures, donc vers 5 ou 6 heures du matin. L'examen toxicologique révèle qu'il n'y a eu aucune prise de stupéfiants. Néanmoins, relève de l'alcool qui est de 1,35 g par litre de sang. Ajoute que la victime a probablement été violée, mais ne se prononce pas sur ces faits. Explique qu'il y a eu un rapport sexuel, mais ne sait pas s'il était consenti par la victime. Le sperme prélevé, les résultats d'analyse permettent d'établir qu'il s'agit du groupe sanguin B+, ce qui est rare, car ne concerne que 8% de la population française. Le juge d'instruction de son côté ouvre une information judiciaire contre X pour meurtre et homicide volontaire. Entre 96 et 98, 2 magistrats instructeurs vont envoyer cet ADN aux maisons d'arrêt, mais en vain. L'auteur n'est pas enregistré dans les fichiers. À cette époque, il n'y a rien pour contrôler les empreintes des personnes impliquées dans les affaires de viol ou criminels. Du côté de l'enquête, les policiers vont établir maintenant l'emploi du temps de la journée d'Angélique. La jeune fille a quitté Amiens, dans la Somme, après ses cours le vendredi 11 octobre pour rejoindre Compiègne. Le samedi 12, l'a passée chez elle à se préparer pour l'anniversaire tant attendu. À 19 heures, a quitté l'appartement familial pour rejoindre ses copains au foyer du Kazakh de Royalieu. La soirée s'est plutôt bien déroulée. C'est une bande d'amis qui se connaît depuis l'enfance et qui ont passé du bon temps. Vers 22 heures, Angélique est venue voir sa mère une première fois pour la prévenir que tout se passait bien. Et vers minuit moins 10, cette fois-ci pour lui demander si elle pouvait les déposer avec une copine jusqu'au City Hall. C'est une discothèque qui est bien connue de la population compiègnoise, qui s'appelle maintenant le Havana, située en plein centre-ville. Les garçons avec qui elle devait monter en voiture avaient bien trop bu. Marie-Pierre les déposera jusque là-bas et attendra que sa fille soit rentrée à l'intérieur. Au cours de la soirée, Angélique est tombée sur son ex, Cédric, avec qui elle a vécu une relation sentimentale. C'était le couple mythique du groupe quelques mois plus tôt. Les deux jeunes décident de sortir de la discothèque afin de se parler, loin du bruit incessant, en se rendant sur le parking du cinéma Les Dianes. Mais la discussion devient vite houleuse entre les deux, car ils ne sont pas d'accord sur la façon de voir l'avenir. Comme le jeune homme n'est pas d'accord avec elle, Angélique lui aurait mis une claque. Par fierté, Cédric la prévient qu'elle ne lui en mettra pas une deuxième. Mais ignorant son avertissement, lui aurait mis une deuxième claque. Cette fois-ci, il rétorquera. Angélique, vexée, partira en courant avant qu'il ne la rattrape pour qu'il puisse rentrer à nouveau au sein de la discothèque. Mais chacun restera de son côté. Et au vu du nombre de personnes présentes dans les lieux, ils ne se croiseront plus de la soirée. Lors de l'audition, Nathalie expliquera qu'Angélique l'a rejointe et qu'elles se sont très vite disputées. Vers 3h45 du matin, Nathalie lui a proposé de rentrer à pied avec elle et un copain.
mais Angélique a refusé, en lui disant qu'elle demanderait à Cédric qu'il la raccompagne tout en l'envoyant balader. Il est donc 3h50 lorsque Nathalie quitte les lieux avec le copain. Cédric confiera être parti entre 5h et 5h15 du matin avec le reste du groupe. N'avait pas vu Angélique. Impossible de la trouver, ni Nathalie. Pour lui, Angélique devait être rentrée avec elle, mais Angélique n'était ni avec l'un, ni avec l'autre. Le témoignage d'une amie qui connaissait Angélique confiera aux enquêteurs l'avoir vue sortir de la discothèque à 4h du matin. Les policiers savent désormais à l'heure où Angélique a quitté la discothèque. Cependant, lors de sa déposition, le videur, qui la connaissait bien, confiera ne pas l'avoir vue sortir, malgré le témoignage de la jeune fille, ce qui fera tiquer les enquêteurs, car à cette heure-ci, il n'y avait plus grand monde dans la discothèque. Donc, Angélique serait partie seule, sans aucun moyen de transport, alors que le City Hall est assez éloigné de son domicile, environ 1 heure à pied jusque Royal-Lieu. Il aurait fallu qu'elle retraverse la ville de Compiègne, ce qui est bien trop risqué, connaissant les lieux. Ses proches seront tous unanimes. Angélique n'aurait pris aucun risque à faire du stop, à monter dans le véhicule d'un inconnu. La petite était bien trop prudente, voire peureuse. Si elle est montée dans un véhicule, c'est qu'elle a été contrainte d'y monter, ou qu'elle connaissait bien le chauffeur, et les policiers en sont convaincus. D'ailleurs, leurs soupçons se portent très vite sur son ex-petit ami Cédric, avec qui elle a eu une altercation quelques heures avant sa mort. Cédric est embarqué par les policiers, est en état de choc suite à cette interpellation au domicile de ses parents en pleine nuit devant tout le quartier qui observe la scène de leur balcon, qui dans la foulée est placé en garde à vue afin qu'il réponde aux questions de cette fameuse dispute, de sa relation avec Angélique et le déroulement de sa soirée. Il sera déshabillé afin d'observer s'il porte des traces de griffures, mais rien. Son groupe sanguin sera également prélevé, mais ne correspond pas avec celui retrouvé sur le corps d'Angélique. Cédric sera relâché aussitôt dans la nuit, mais portera cette étiquette comme étant l'auteur présumé du meurtre d'Angélique pendant un très long moment au sein du quartier. La bande de copains sera d'ailleurs à nouveau interrogée puis prélevée et mis hors de cause. Par la suite, de nouvelles pistes voient le jour, notamment celle de la discothèque, le City Hall, qu'Angélique avait l'habitude de fréquenter. Angélique connaissait tout le monde, donc ne serait-ce pas une connaissance de la jeune fille qui aurait pu commettre ce crime ignoble? Il aurait pu être intéressé par Angélique, et Angélique l'aurait refoulé, ce que l'homme n'aurait pas du tout accepté, et épris de rage, l'aurait assassiné. Tout est possible, aucune piste ne doit être écartée, car c'est tout de même à cet endroit-là que les enquêteurs perdent la trace de la jeune fille. La PJ va donc recenser toutes les personnes qui ont passé leur soirée au City Hall et toutes les personnes susceptibles d'avoir été dans les parages et procédera tour à tour aux auditions, prélèvera leur groupe sanguin, mais cela ne donnera rien. Toujours pas de B+. Une semaine après le meurtre d'Angélique, une certaine psychose s'installe au sein de la ville impériale. Les jeunes filles ne sortent plus toutes seules le soir, car le lieu où Angélique a été retrouvée n'est pas situé n'importe où. C'est aux portes de la forêt de Compiègne, qui n'est pas facile d'accès. Il faut savoir où il est, et surtout comment s'y rendre. C'est donc certainement un homme qui est du cru. Le jour des obsèques, beaucoup d'anonymes se joignent à la famille d'Angélique et de ses proches. L'ambiance est pesante. Les amis de la jeune fille observeront chaque anonyme en se demandant si le meurtrier est en leur présence. Un système de surveillance est mis en place par les policiers, ainsi que les enquêteurs qui s'occupent de ce dossier. Des photos seront prises, le but étant d'identifier chaque individu au comportement douteux, mais en vain. Au bout d'1 an d'enquête, les policiers ont vérifié le groupe sanguin puis éventuellement l'ADN si le groupe sanguin correspondait d'environ 200 personnes
ont effectué des recherches sur des militaires, des détenus dans les maisons d'arrêt, ont contacté tous les juges d'instruction de France, ont élargi leurs recherches dans certains pays d'Europe. Mais cela ne donne rien. Quant à Marie-Pierre, se laisse peu à peu sombrer dans la dépression, ne dort plus, se sent coupable de ne pas avoir pu protéger sa fille. Ses deux voisines, Martine, sa fille Isabelle, et Marie-Pierre, qui ne se connaissent pas plus que ça, décideront de l'aider au vu de sa tristesse, et au fur et à mesure, Marie-Pierre pourra compter sur leur soutien sincère. C'est alors, reboostée, qu'elle se fera une promesse, que l'on retrouve le coupable du meurtre de sa fille et que l'on n'oublie jamais son nom. Le 16 mai 1998, 1 an et demi après sa mort, Marie-Pierre organise une marche blanche dans les rues de Compiègne. 400 personnes l'accompagnent pour dévoiler une plaque près du lieu de découverte du corps d'Angélique. Avec l'aide précieuse de Martine et Isabelle, l'association Angélique Un ange est passé est créée. Elle a pour but de combler les lacunes du système judiciaire. Mais du côté de l'enquête, les informations sont de plus en plus rares. Marie-Pierre a l'impression que les enquêteurs piétinent, craignent que les enquêteurs lâchent l'affaire, que le dossier soit clôturé, car ça n'avance pas. Mais comme le disent les policiers, les investigations sont toujours en cours sur les groupes sanguins, sont toujours à la recherche de témoins qui pourraient apporter des éléments nouveaux malgré le temps qui passe. Après la marche blanche, l'association effectue des manifestations devant le commissariat de Compiègne ainsi que le palais de justice afin de demander plus de moyens pour aider les policiers et la justice. Début 99, l'association organise un lâcher de ballon où tous les copains d'Angélique sont présents afin de la soutenir. Mais le temps passe, 2 ans plus tard, et toujours rien. Les membres de l'association, ainsi que l'avocate de Marie-Pierre, maître Muriel Bélier, seront bien déterminés à faire évoluer la loi, voudront créer le FNEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, qui existe déjà aux États-Unis ainsi qu'au Royaume-Uni. Mais certains membres du parti politique seront fermés à cette proposition de loi opposée à tout fichage génétique. Mais grâce aux nombreuses pétitions, réunions, aux rencontres avec des spécialistes judiciaires politiques, les choses seront engagées. La mère d'Angélique se fait entendre par le grand public et ne lâche rien. Le 15 juin 1999, un député de l'Oise, Lucien de Gauchy, affirmera son soutien à l'association pendant une séance à l'Assemblée nationale. La question concerne le fichier génétique que l'on nous promet, mais qui n'a toujours pas été mis en place, malgré de nombreux crimes à caractère sexuel restés impunis. C'est le cas pour la jeune Angélique Dumez, assassinée le 13 octobre 1996 à l'âge de 19 ans, et pour qui l'énigme reste entière. Il est bien évident, Monsieur le Ministre, que l'existence d'un tel fichier permettrait de solutionner de nombreuses affaires douloureuses. Ce travail est en cours. Il nécessite que les précautions à la fois soient prises pour avoir de l'efficacité et la protection des libertés. Et en effet, je pense que nous pourrons très bientôt aboutir sur cet important travail. Philippe Marini, le maire de Compiègne, inaugure le 25 novembre 2000 le rond-point Angélique dans le quartier de Royalieu, sculpture qui est bien connue dans la ville. Toujours la même année, le FNEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, tant attendu, est créé. Mais cela ne concerne que les personnes définitivement condamnées pour agression sexuelle, c'est-à-dire qu'ils sont déjà en prison, ce qui n'a aucun but. Donc l'association va effectuer des démarches afin que le fichier des empreintes génétiques soit élargi. Et en 2001, la persévérance paye. Le fichier des empreintes génétiques est élargi à tous les criminels. Du côté de l'enquête, le 15 octobre 2001, un habitant de Compiègne se présente spontanément aux policiers. Son témoignage confus, imprécis, mais toutefois très intéressant, leur rapporte qu'un individu aurait fait allusion qu'il connaîtrait le meurtrier d'Angélique. L'homme qui le connaîtrait
c'est Fernando Gomes Ferreira, un marginal de 28 ans qui vit entre Compiègne et le Portugal. Il sera arrêté le 6 novembre 2001 et conduit chez sa sœur Martha, chez qui il est domicilié, qui sera surprise de voir son frère menotté. De leur côté, les policiers fouilleront son sac de voyage ainsi que d'autres affaires et repartiront. Pour Martha, ce sera le début de la catastrophe. Dans les locaux de la police judiciaire de Creil, l'homme est interrogé sans avocat pour l'assister. L'homme est confus, raconte des choses troublantes, révèle qu'un ami nommé Raphaël est peut-être concerné par le meurtre d'une fille. Ne se souvient pas de la date précise, juste que cela s'est passé il y a plusieurs années. Rajoute qu'il se trouvait avec un ami dans la nuit dans le centre de Compiègne, qu'ils ont dérobé un véhicule. Ensuite, ont rencontré une jeune fille dans la rue, une cigarette à la main. Raphaël est donc sorti du véhicule pour lui demander une cigarette. Fernando, lui, est resté dans l'habitacle et a vu revenir Raphaël 15 à 20 minutes plus tard. L'homme n'a pas vu ce qu'il s'est passé, mais sait que son ami aurait agressé cette jeune fille. Se souvient qu'il a senti une secousse assez forte en provenance du coffre, comme si l'on chargeait quelque chose. Ajoute que son ami se sentait fautif, qu'il fallait vite qu'il parte de là. Puis on prit la direction de la forêt de Compiègne, une forêt avec un chemin de fer, ce qui est un élément précis. Mais son discours est toujours confus. Au début de sa garde à vue, Fernando a confié qu'il ne s'était pas rendu en forêt, que c'est son ami Raphaël qui le lui avait raconté, que la jeune fille s'était enfuie en courant, mais qu'il l'avait rattrapée et qu'il l'avait tuée. Fernando fera le signe de l'égorgement, ce qui coïncide tout à fait avec les faits. Mais au cours de la garde à vue, Fernando change une nouvelle fois de version. Cette fois-ci, admet qu'il est resté avec Raphaël toute la nuit, qu'il y avait du sang dans le coffre, qu'il avait déchargé le corps d'une personne morte, qu'il avait pris le corps sous les bras et l'avait traîné sur le dos, puis l'avait mise à l'intérieur de la forêt. Et pire encore, Fernando avait vu du sang sur le ventre. Encore une fois, un élément précis. Et cette précision, il n'y a que les enquêteurs qui sont au courant de cette éviscération. Bien que ses propos soient désordonnés, quelquefois contradictoires, tout ce qu'il confie pourrait correspondre à ce qu'il s'est passé. Suite aux éléments plus que troublants, les enquêteurs vont vite effectuer des recherches sur ce Raphaël. Et l'homme réside au Portugal, dans le même village que Fernando, a vécu à Compiègne fin 96. Était un marginal comme Fernando, vivait de cambriolage. Fernando, souffrant tout de même de lourds handicaps mentaux, sera vu par plusieurs psychiatres qui diront tous, et c'est vraiment à prendre avec des pincettes, qu'il est doté d'une intelligence normale mais d'un niveau faible, une pathologie mentale mais sans dimension aliénante, mais constatation importante, Fernando n'est pas mythomane. Ces déclarations ne peuvent pas être le résultat d'une pure invention. Il est donc crédible. Celui-ci sera prélevé de son ADN, mais il ne correspondra pas. Dans la foulée, le parquet ouvrira un réquisitoire supplétif contre X pour viol, car les déclarations de Fernando laissent penser au juge qu'Angélique a été violée. Donc l'instruction va se poursuivre. Quant à Fernando, lui, sera mis en examen pour complicité de meurtre, puis incarcéré. C'est un soulagement pour Marie-Pierre, mais faut-il encore mettre la main sur ce fameux Raphaël? Les policiers se rendront dans le nord du Portugal, dans le village de Raphaël, à Vila Verde précisément. La garde nationale républicaine les escorte. L'homme ne montre aucune difficulté à les suivre et va tout de suite leur dire qu'il n'a rien à voir avec cette histoire, que Fernando est un pur mythomane. Les gendarmes effectueront un prélèvement de son empreinte génétique et le résultat sera négatif. Raphaël n'est pas l'assassin d'Angélique. Les enquêteurs sont déçus. Il faut donc
Tout reprend depuis le début. Marie-Pierre, elle, est dévastée. Pour Martha, les révélations de Fernando ont été bâclées. Sa maladie n'a pas été prise en considération et réitère que Fernando n'a rien à voir dans cette affaire. Maître Hubert Delarue, qui sera son avocat par la suite, s'exprimera sur son client en disant qu'à l'époque, on lui avait fait avouer qu'il était le témoin privilégié du crime, voire le co-auteur, sans même l'assistance d'un avocat, et ne prenant pas au sérieux sa pathologie qui se rapproche de la schizophrénie. Maître Delarue se battra pour que son client sorte de prison. Pour Marie-Pierre, Fernando est le seul fil conducteur à l'assassin de sa fille. Hors de question qu'il sorte. Il faut savoir qui dans l'entourage de Fernando a pu l'accompagner ce soir-là et être l'auteur du crime. Il faut qu'il parle. Mais ne supportant pas la détention, les médecins le gavent de médicaments. Et lors de ses interrogatoires, est de plus en plus incohérent. Lors de la visite de la famille, celui-ci tiendra des propos délirants. À en devenir fou, dira Martha. Il porte des coupures au visage. Il en porte encore les marques. A des coupures aux poignets, aux genoux. Au bout de 18 mois de détention provisoire, la justice, n'ayant aucun élément nouveau à l'encontre de Fernando, celui-ci est relâché sous contrôle judiciaire, ce qui provoquera la colère de Marie-Pierre qui se jettera sur maître Hubert Delarue en hurlant sa peine. En juin 2005, Marie-Pierre sera reçue par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, et cet entretien bénéfique fera bouger les choses. Elle obtiendra rendez-vous avec la patronne de la PJ de Paris, Martine Monteil, et dans la foulée, le dossier d'Angélique sera délocalisé à Lille où une cellule cold case sera mise en place, exerçant un travail méticuleux. Petite parenthèse, il est vrai qu'il faut que le dossier soit transféré dans une nouvelle cellule, car cela peut être difficile de rester trop longtemps sur une même enquête. Il faut donc parfois qu'elle soit confiée à des enquêteurs qui ont le regard neuf, comme le pôle Cold Case de Nanterre, par exemple. Fin de la parenthèse. Dans les locaux de la police judiciaire de Lille, un détail va intriguer les deux enquêteurs en charge de l'affaire. À l'époque, la déposition du videur déclarait ne pas avoir vu Angélique sortir de la discothèque à 4 heures du matin. Pourtant, la connaissait bien, lui avait même proposé de la raccompagner à de multiples reprises par le passé. Pour eux, ce n'est pas normal qu'ils disent qu'ils ne l'aient pas vue sortir. Vont apprendre aussi que 3 jours avant le meurtre d'Angélique, sa femme avait déposé plainte contre lui pour violence volontaire. De plus, avait quitté Compiègne quelques jours plus tard sans laisser d'adresse. Ni son groupe sanguin, ni son ADN n'avaient été analysés. Pour les enquêteurs, voilà un profil très intéressant. Il faut donc le retrouver au plus vite. Alors, direction le sud de la France, où il sera interpellé. Et l'homme tremble devant les policiers, qui sont tous surpris, car c'est un type assez grand, gaillard, costaud. Lors de la garde à vue, celui-ci change de version. Cette fois-ci déclare l'avoir vu sortir, se justifie en déclarant avoir eu peur. Mais pour la PJ, c'est un premier mensonge. Et lorsque les enquêteurs lui demandent son groupe sanguin, espérant qu'il réponde B+, fabule. Néanmoins, ce qu'il ne sait pas, c'est que les enquêteurs disposent de son carnet de groupe sanguin qu'ils ont trouvé lors de leur perquisition, qui correspond au groupe sanguin de l'assassin d'Angélique. Deuxième mensonge. Ça fait un peu beaucoup pour un homme qui n'a rien à se reprocher. Pour les enquêteurs, tout concorde. Reste plus qu'à attendre le résultat de l'ADN. Et lorsque celui-ci tombe, c'est un nouvel échec. L'ADN du videur ne correspond pas avec celui retrouvé sur le corps d'Angélique. La cellule reprend donc l'affaire depuis le début une fois de plus. Cette fois-ci, se penche sur les éléments de la scène du crime. Le blouson en cuir, volé dans une voiture à Compiègne, ainsi que le couteau de cuisine, qui, rappelez-vous, avait la pointe cassée. Et ce détail leur fait penser aux roulotiers qui forcent les serrures des voitures
où le bout du couteau se casse. Il est possible qu'Angélique soit tombée sur un roulotier en se rendant sur le parking et qu'il s'en est pris à Angélique. Donc, vont vérifier tous les roulotiers de la ville et prélever une dizaine de personnes, mais rien. Et pendant 6 ans, les enquêteurs effectueront leur investigation et tout le monde y passe. Aucun ne doit échapper aux mailles du filet. Personne ne perd espoir face à cette longue enquête. Mais 15 ans après, le meurtrier d'Angélique court toujours. Quand, le 3 mai 2011, le juge d'instruction reçoit un appel. C'est le FNEG qui a enfin une bonne nouvelle. L'ADN a matché. Le nom d'un homme est sorti. Il s'agit de José Mendes Furtado, âgé de 51 ans, d'origine capverdienne. C'est la femme du suspect, Alice, qui s'est rendue dans les locaux du commissariat de Compiègne afin de déposer plainte contre son mari. Et c'est le brigadier chef, David Vincent, qui l'accueillera. Lors de sa déposition, Alice explique avoir subi des violences conjugales, que son mari voulait s'en prendre à l'origine contre sa fille Monique, qui est rentrée à 2 heures du matin d'une soirée. L'homme, armé d'un bâton, a attendu que sa fille sorte de la salle de bain où elle s'était réfugiée. Madame Furtado s'est donc levée, car elle savait qu'il allait la frapper. S'est interposée entre les deux, et c'est elle qui a reçu le coup de bâton dans le bras gauche. Ajoute que cet homme a un penchant pour la boisson, mais insiste sur le fait qu'il n'a pas besoin d'être saoul pour être violent. Il a ça dans le sang. La police convoque donc José Furtado 4 mois après la déposition de sa femme. C'est le brigadier chef qui le reçoit dans son bureau. Et c'est un homme très poli, voire trop, posé, serein, très soigné. Et Furtado minimise les faits, explique que sa femme s'est cognée contre le bâton lorsqu'elle s'est interposée, insiste sur le fait qu'il ne l'avait pas frappée, mais reconnaît avoir voulu frapper sa fille. L'homme se justifie en expliquant ne pas tolérer les sorties nocturnes de sa fille. C'est donc à cette audition que son ADN a été prélevé. C'est la loi depuis 2006 en cas de violence conjugale. José Mendes n'aura aucune réticence à être prélevé de son ADN, puis repartira sans être placé en garde à vue. Il sera reconvoqué avec sa femme pour une médiation pénale par la suite. Et c'est à ce moment-là que le FNEG se met en place. Pour le brigadier chef, cet homme est trop poli pour être honnête. Et il faut dire qu'à cette époque, l'affaire Angélique est encore dans tous les esprits au commissariat. D'ailleurs, même aujourd'hui. Pour eux, espèrent que chaque prélèvement ADN sera le bon. David Vincent a l'ultime conviction que José Furtado y est pour quelque chose dans cette affaire. Et son intuition sera la bonne. Le 16 mai 2011, le jour même où les résultats sont tombés, Marie-Pierre est reçue par le juge d'instruction à Senlis. Au vu de sa tête, Marie-Pierre s'attend à quelque chose de grave, pense qu'ils vont clôturer le dossier, mais le juge la prévient immédiatement qu'il a 2 nouvelles, une bonne et une mauvaise. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont identifié celui qui a violé Angélique. Tout de suite, Marie-Pierre demande des informations sur celui-ci, mais le juge lui rétorque qu'il est mort. Marie-Pierre tombe des nues, fond en larmes. Après toutes ces années de combat pour Angélique, pour les victimes, apprendre que l'auteur du viol de sa fille est mort a du mal à passer. José Furtado est mort 2 mois plus tôt, soit le 8 mars, à Chevrières, à quelques kilomètres de Compiègne. L'homme avait provoqué un accident en percutant un fourgon et est sorti de sa voiture accidenté, complètement nerveux, comme fou, s'est aspergé d'essence, voulait à tout prix s'enflammer. A donc demandé un briquet au conducteur de véhicule utilitaire qui a refusé. Puis l'homme a traversé la route en courant et a sauté d'un pont dans un étang. Furtado mourra noyé. En arrivant sur place, les gendarmes vont très vite faire le rapprochement avec le feu de broussailles qui s'est déclaré 1 heure plus tôt à quelques kilomètres de l'accident. Découvriront à une dizaine de mètres de la voie le corps d'une femme gisant sur le dos, en train de finir de brûler. A été poignardée d'une dizaine de couteaux. À ses côtés, un poignard à lame crantée.
Les techniciens arrivés sur place remarqueront aussi un téléphone, des traces de sang, puis le portefeuille de la victime, qu'ils pourront très vite identifier. La victime, c'est Alice Martins, l'épouse de José Furtado, qui l'a assassinée avant de se suicider. Pour résumer les faits de cet homicide, Alice avait quitté Furtado en prenant leurs 3 enfants, ne supportant plus les violences conjugales qu'elle subissait. Quelques semaines après son audition dans les locaux du commissariat de Compiègne, avait cherché sa femme, furieux, dans tout Compiègne, mais ne l'avait pas trouvée. Dans la matinée du 8 mars, s'est procuré un bidon d'essence, puis entre 13h et 15h, a fait le tour des entreprises où Alice exerçait son travail comme femme de ménage. En la voyant sortir d'Europe-Car, s'est mis à la suivre. Vers le centre-ville, l'a obligée à monter dans son véhicule tout en la menaçant de son poignard, puis à rouler sur une dizaine de kilomètres tout en la frappant durant le trajet et la poignarder. Sachant qu'il va être interpellé pour le meurtre d'Angélique, l'homme se suicide. Le poignard à lame cantée qui a servi à tuer Alice Martins est le même poignard qui a tué Angélique. Les similitudes des coups de couteau reçus sur le corps des 2 victimes correspondent. Selon l'hypothèse des policiers pour le meurtre d'Angélique, c'est que la jeune fille aurait été abordée alors qu'elle marchait seule, puis emmenée de force dans le véhicule de la même manière que l'épouse de Furtado, et a été ramenée à un endroit isolé, que vous connaissez, à l'abri des regards, afin de la tuer. Furtado est décrit par ses proches comme étant violent au sein de sa famille, aurait commis des violences aussi sur ses enfants, est un véritable tyran, avait très peu d'amis. Il est probable que l'homme avait déjà croisé la route d'Angélique bien avant de commettre le crime, car il y avait très peu de distance géographique entre leurs lieux de résidence. D'ailleurs, quelques années après le meurtre d'Angélique, avait eu le culot de passer à la caisse de Carrefour où travaillait Marie-Pierre, tout en lui parlant d'Angélique, avec l'air innocent. En ce qui concerne Fernando Gómez Ferreira, a été remis en liberté depuis avril 2003. L'homme est depuis placé en hôpital psychiatrique au vu de sa pathologie et en 2014 a bénéficié d'un non-lieu prononcé par le tribunal de grande instance de Senlis. Il n'existe à ce jour aucune preuve formelle que Gómez Ferreira et Furtado se connaissaient. Pour Marie-Pierre, ce non-lieu, dont elle a été informée par courrier recommandé, a un goût amer. L'association Angélique Un Ange est passé est depuis en stand-by. L'enquête, de son côté, est close. Cette histoire est terminée, merci de l'avoir écoutée. Il était important pour moi de te raconter la triste histoire d'Angélique. D'ailleurs, j'ai une énorme pensée pour Marie-Pierre. C'est tout pour moi, à bientôt.